À moins d'une demi-heure de l'ouverture, on va retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, bonjour. On va parler un petit peu des stats, parce qu'il y a des stats qui sont tombées il y a quelques minutes du côté de chez vous. Comme tous les jeudis, bien sûr, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage. Et puis alors surtout, dans la lignée de ce que nous disait la Fed hier soir, on a regardé ces chiffres d'inflation qu'on attendait. Pas bien grand-chose de nouveau à l'horizon, Grégory, pour le coup. Écoutez, c'est assez intéressant parce que si on regarde évidemment l'effet de l'énergie sur le chiffre de l'inflation, vous savez qu'il y a une forte baisse du coût de l'énergie aux États-Unis et dans le monde, donc on a 0% d'inflation. Si on regarde le prix à la consommation, on a 0,2% de hausse sur le mois. Vous me direz c'est pas grand-chose, mais en fait il faut quand même regarder que c'est des secteurs de dépenses très importants pour le consommateur américain où il y a de l'inflation. C'est le logement, donc au niveau des locations, c'est les soins médicaux, c'est les billets d'avion. En fait, c'est des dépenses quand même qui sont non seulement importantes, mais qui arrivent assez souvent. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas vraiment de l'inflation, mais on peut dire que toutes ces hausses de prix qui existent dans l'économie américaine sont vraiment masquées par cette très forte baisse du prix de l'énergie. Donc pour vous, ça rend un petit peu plus probable maintenant le resserrement, peut-être un petit peu accélérer la remontée des taux d'intérêt américains, ou voilà, par rapport à ce que nous disait la Fed hier soir, où on s'inquiétait de cette faiblesse de l'inflation, il y a peut-être des arguments qui laissent penser qu'on pourra aller un peu plus vite que prévu. Comment est-ce que vous voyez ça, Grégory? Plus vite que prévu, certainement pas. Mais par contre, commencer à dire qu'il n'y aura pas du tout de hausse des taux l'année prochaine, c'est peut-être prématuré, mais je pense surtout que l'objectif de la Fed pour le moment, qui est de ramener ses taux directeurs à 1,35 d'ici la fin de l'année, est trop élevé. Mais ça serait pas étonnant quand même qu'il y ait eu une ou deux hausses de taux vraiment petite de 0,25 points de base à partir du mois de juin ou du mois de septembre de l'année prochaine. Bon, sinon d'un mot, on y reviendra tout à l'heure. Grégory, est-ce que ce que nous a dit la Réserve fédérale hier dans son compte rendu a fait avancer pour vous la réflexion précisément sur ce calendrier? Pas spécialement, de l'avis de... C'est exactement ça la question. En fait, la Réserve fédérale, elle réfléchit à haute voix, mais elle réfléchit pas seulement sur sa politique à venir, elle réfléchit sur la façon d'utiliser les mots pour décrire une politique qu'elle-même n'a pas encore vraiment décidé, puisque vous savez très bien comme moi que la Réserve fédérale, elle est à la lecture de toutes les statistiques économiques. Donc, à les entendre, on a vraiment l'impression qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire l'année prochaine, mais qu'en même temps, ils osent pas le dire très très clairement. Et je parlerai pas que c'est de la confusion, mais c'est un moment où la Réserve fédérale est surtout en train d'essayer de lisser et d'élaborer le discours, la sémantique, plus que la politique monétaire. Bon, ça nous promet encore un petit peu d'agitation sur les marchés. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve dans une quarantaine de minutes pour faire le point juste après cette ouverture du côté. Premier quart d'heure de cotation à New York, on va retrouver Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Rebonjour Grégory, on va être un petit peu franco-français pour commencer notre intervention, parce qu'on le disait, on attend la cotation de Cnova, la filiale de Casino, des activités internet de Casino, qui doit entrer aujourd'hui au Nasdaq. Alors on aurait voulu dire en grande pompe, malheureusement c'est pas le cas, Grégory, parce qu'on va démarrer à 7 €. On est très loin de la fourchette de 13-14 € qui était initialement visée par Casino pour le coup. Oui, alors, je dirais on n'attend pas avec impatience, on attend plutôt avec inquiétude, parce qu'on se pose la question, mais alors qu'est-ce qui s'est passé au moment où Cnova s'est présenté aux institutionnels américains, et pourquoi ces institutionnels américains n'ont pas voulu payer 13 ou 14 $ comme vous le disiez, mais vont payer en tout cas à l'introduction en bourse 7 $. Alors il y a peut-être quelques explications. Une, c'est que la moitié des revenus de Cnova proviennent du Brésil. Le Brésil actuellement est peut-être le pays où les Américains ne veulent pas vraiment investir, surtout au niveau de la consommation. Donc ça peut-être refroidi un peu les ardeurs des investisseurs institutionnels ici. Le fait aussi que sur 4 ans d'activité, Cnova a perdu de l'argent pendant 3 ans. Et je dirais le fait que leur secteur d'activité au niveau de la vente sur Internet est quand même assez marginal, parce que qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des réfrigérateurs, du matériel électronique, et en gros ce qu'ils vendent représente à peine 3% ou 3,5% en fait de la consommation en ligne des Américains ou des clients potentiels ici. Donc je crois qu'on verra si le titre ouvre à 7 $. Les inquiétudes, ça serait que si la journée en bourse est un peu chahutée, comme elle l'est déjà depuis l'ouverture, le titre même baisse sur son prix d'introduction. Oui, on attend effectivement la première cotation. Pas de commentaires, pas de communication aujourd'hui de la part
part de Casino sur le sujet. Alors du côté de chez vous, Grégory, bien sûr, on regarde aussi, c'est l'actu du jour, ces stats qui sont tombés tout à l'heure, la Fed qui s'intéressait hier à l'inflation, des chiffres qui sont tombés et qui vous ont paru plutôt encourageants pour le coup. Grégory, on va en redire un mot. C'est toujours difficile de dire qu'une hausse des prix ou une hausse des coûts de la consommation est encourageant, mais en tout cas, si on se met à la place de la Fed, c'est 0,2% de hausse du Consumer Price Index, c'est peut-être encourageant. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire qu'en fait, beaucoup de postes de dépenses des ménages connaît une hausse annuelle relativement importante. Ça serait par exemple les transports, la santé, le loyer. Ça fait quand même beaucoup de choses où les gens, où les Américains voient des augmentations de prix. Donc il faut toujours faire attention quand on dit il n'y a pas d'inflation. C'est des statistiques et ces statistiques sont très influencées par la baisse des cours de l'énergie et puis même aussi par la baisse des cours de la nourriture en ce moment, parce que en dehors du prix de la viande aux États-Unis, le reste des prix, que ce soit les légumes ou tout ce qui est céréales, est en train de baisser. Voilà, donc pour ces chiffres d'inflation. Sinon, en ce qui concerne les minutes mail de la Fed hier soir, comment vous avez trouvé le discours? Alors, un intervenant nous disait tout à l'heure, on l'a trouvé un petit peu plus hawkish, ce communiqué final, hawk des faucons, des partisans d'un resserrement de la politique américaine pour le coup. Écoutez, moi ce que j'ai vu surtout que c'était un discours sur qu'est-ce qu'on dit par le communiqué. Et en fait, c'était intéressant qu'ils aient évoqué le ralentissement de la conjoncture en Europe et en Chine, en disant qu'il y avait évidemment un fort vent contraire, mais ils n'ont pas voulu mettre ça dans le communiqué d'octobre pour ne pas donner l'impression justement que la Fed s'inquiétait trop d'une déflation importée ou s'inquiétait trop d'un ralentissement économique. Donc la Fed veut vraiment, je pense, donner l'impression qu'elle sera active et vigilante l'année prochaine, mais en même temps, elle ne sait pas très bien qu'est-ce que l'année prochaine va nous apporter. Et pour le moment, je dirais, les grands débats de la Fed sont plus au niveau de la communication que réellement au niveau de savoir si on va monter les taux ou pas. Actuellement, au jour où je vous parle, c'est absolument exclu que ces taux montent avant, je dirais, les 6 à 9 prochains mois. Il faut arriver à masquer le fait qu'en interne, au sein de la Fed, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. C'est aussi ça la communication, finalement, Grégory, pour les prochaines semaines. Je dirais que c'est un peu ça, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, ça fait quand même 5 ans de politique accommodante de la part de la Fed, que cette politique accommodante a très bien profité au marché financier, en tout cas aux États-Unis, et a beaucoup moins profité évidemment à l'économie. Donc maintenant l'inquiétude peut-être de la Fed, c'est s'ils arrêtent cette politique accommodante, ça n'aura peut-être pas un effet tellement négatif sur l'économie, mais ça risque d'avoir quand même pesé un peu sur les marchés financiers. Et je pense qu'en ce moment la Fed est très attentive de ne pas faire de vagues. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des entreprises avec revenons chez vous aujourd'hui, Grégory, c'est Best Buy qui a battu le consensus. Est-ce qu'on n'aurait pas enterré Best Buy, le distributeur Best Buy, un peu trop vite finalement? Alors c'est possible parce que en fait d'abord ils commencent de nouveau à avoir des ventes à magasins comparés positives après des trimestres et des trimestres de baisse des ventes, une hausse aussi des profits et on voit qu'en fait évidemment que les gens achètent de l'électronique sur Internet, mais que quand même les gens retrouvent le chemin de ces big box comme on les appelle, dont Best Buy. Alors comment Best Buy s'en est sorti? C'est en privilégiant des marques qui sont des marques très populaires dans certains secteurs. Alors par exemple, ils privilègent beaucoup Sony pour les téléviseurs, ils privilègent beaucoup Samsung pour les téléphones et pour les tablettes, et c'est dans ces secteurs téléphones, tablettes et téléviseurs qu'il y a une belle progression des ventes chez Best Buy. Effectivement, qui fait l'actu aujourd'hui. Et puis il nous reste une minute, on va dire quand même un petit mot de... ça sera l'événement ce soir chez vous aux États-Unis, ce discours de Barack Obama. On devrait a priori parler d'immigration, ça a été un des grands thèmes de cette campagne des midterms chez vous aux États-Unis. Et Barack Obama qui va essayer de prendre à revers les républicains sur ce coup-là. Oui, c'est très embêtant parce qu'en fait les républicains et Obama sont à peu près d'accord sur cette politique d'émigration, sauf que là, Obama va en fait imposer un décret et ce décret va permettre de légaliser 5 millions d'émigrants qui ne sont pas en situation légale, mais dont la famille est déjà aux États-Unis en situation légale. Ce que les républicains n'aiment pas, c'est justement qu'on leur impose un décret. Eux, ils auraient aimé amener ça à un vote et pouvoir aussi montrer que
en fait les républicains sont du côté des immigrants. Il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a toute la politique vis-à-vis, par exemple, de toute la population hispanique qui est très très importante, qui a un poids très très important. On a envie d'avoir les hispaniques derrière soi quand on est un parti politique américain. Et là, les républicains sont pas très contents qu'Obama les prenne de court. Donc attention à la réaction des républicains. Je dirais c'est ça qui est vraiment important de voir. Cela dit, il faut que les républicains aient une réaction mesurée, parce qu'effectivement, Obama leur coupe l'herbe sous le pied à l'horizon dans la perspective de l'échéance de la prochaine élection 2016. Mais voilà, qu'est-ce que vont faire les républicains si ce n'est contester la méthode mais pas le fond finalement, Grégory? Alors le problème avec les républicains, c'est que puisqu'ils ont maintenant le contrôle des deux chambres, c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Et il faut savoir, il faut de nouveau voter le budget aux États-Unis. Et la pire des choses qui pourrait arriver, c'est que les républicains ne veulent pas renouveler ce budget, qu'il y ait de nouveau cette cessation de paiement du gouvernement américain qui plane au-dessus des esprits. Les républicains sont quand même ont été échaudés et sont très prudents à ce niveau-là, mais c'est vrai que actuellement, pour qu'il y ait $1 qui soit dépensé par l'État américain, il faut que les républicains soient d'accord. Voilà, donc pour ce discours de Barack Obama ce soir. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous encore cet après-midi sur BFM Business dans Intégral Bourse pour suivre l'évolution de ces marchés américains.